le podcast de l'association Peuple et Culture qui propose chaque mois une conversation pour approfondir la réflexion collective née lors d'ateliers d'arpentage. Peuple et Culture est un mouvement d'éducation populaire fondé sous la Résistance et œuvrant à rendre la culture au peuple et le peuple à la culture. C'est tout un réseau d'associations qui contribuent un peu partout en France au développement de l'éducation tout au long de la vie, qui encouragent la pensée critique et l'émancipation d'hommes et de femmes, l'auto-formation collective et le partage des arts et de la culture. Ancré dans l'ADN de Peuple et Culture et de l'éducation populaire se trouve l'arpentage, méthode de lecture collective qui permet de découvrir à plusieurs un ouvrage en vue de son approfondissement. Concrètement, on déchire les pages, on se partage le livre, chacun lit sa partie et on met ensuite en commun afin de créer un savoir collectif. Cette nouvelle saison, nous continuons d'arpenter différents lieux culturels de la capitale avec lesquels nous collaborons, tels que la Maison des Métallos, la BPI et bien d'autres. Je suis Elisa, en service civique au sein de l'association Peuple et Culture et je suis aujourd'hui avec Constance afin de revenir sur l'arpentage qui a eu lieu le 10 décembre 2025 à la Maison des Métallos consacré au livre Sororité et le Pacte de Lucille de Pétavin, Maureen Burneau et Annie Jaillet. Bonjour Constance, est-ce que tu peux nous dire comment s'est passé l'arpentage autour du pacte de Lucille de Pétavin, Aline Jaillet et Marine Burneau? Bonjour Elisa, alors écoute, ça a été une très très belle expérience. Le thème, la sororité, déjà me plaisait beaucoup. J'étais très curieuse de savoir ce qui pouvait se faire autour de ce thème-là. Donc j'ai évidemment pas lu le livre avant. J'ai beaucoup aimé même la partie que j'ai lue, toute seule, sans les autres. Et puis tout au long de la séance, j'ai trouvé que c'était très riche, le texte lui-même, et puis surtout les échanges qu'il y a eu. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue, en fait. Intéressé intellectuellement, intéressé socialement pour la participation et les interactions que j'ai eues avec les gens, mais aussi beaucoup, beaucoup d'émotions. Franchement, c'est une très belle expérience pour moi. Le terme de sororité racine est revenu tout au long de la discussion. Il y avait cette notion d'inné et d'acquis, une sorte d'instinct inconditionnel qui serait unique aux femmes, avec un sentiment d'appartenance qui nous lierait toutes les unes entre les autres. Vous avez toutes pu échanger autour de cette notion-là, avec ses forces et ses limites, et l'idée que ça pouvait prendre en société. Qu'est-ce que tu attendais du livre initialement quand tu es arrivée à l'arpentage, et qu'est-ce que tu attends d'un livre féministe en règle générale ? J'attendais beaucoup, mais j'étais pas très précise dans mes attentes. C'est vraiment le thème qui m'a vraiment intéressée. Et j'espérais que ça m'ouvre des horizons sur ce que c'était que la sororité, qui soit évidemment beaucoup plus large que mes propres expériences ou mes propres idées. Donc ça, c'était ma première attente. Après, mes attentes sur un livre sur le féminisme, j'ai pas une grande culture dans ce domaine-là. Donc je suis très en attente. J'ai absolument aucune idée préconçue. Là, j'explore un sujet qui est familier dans mon quotidien, mais pas familier dans mes réflexions ou mes lectures. Donc pour moi, j'avance pas à pas et j'avais en fait beaucoup d'attentes, mais très larges. Et est-ce que tu avais envie d'être bousculée? Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que ça t'a permis de développer aussi des choses auxquelles tu avais déjà songé? Alors oui, ça m'a bousculé, plutôt dans le bon sens du terme. Il n'y a rien qui m'ait été violent parce que trop contraire à ce que je pense ou des choses qui m'auraient horrifié, ça non. En revanche, peut-être que j'ai pas toujours été d'accord, mais ça c'est justement l'intérêt de ce travail-là, c'est d'entendre d'autres visions, d'autres versions. Donc c'était très enrichissant pour moi. C'était secouant et puis très émouvant aussi parce que ça a révélé au fur et à mesure de la séance, puisque chacune a ouvert des portes sur sa façon de penser, bien entendu, et surtout sur son vécu. Ça, c'était extrêmement remuant, mais remué de façon très belle, puisque c'était dans le cadre de la sororité. Moi, il y a un terme que tu as donné et qui est revenu de façon assez récurrente pendant cette séance et que j'ai beaucoup aimé t'entendre dire, c'était le terme soror. La notion de groupe qui est immanente et je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment ressorti de cet arpentage. Ce côté très intime que vous avez eu. Et je me demandais ce que tu en pensais et est-ce que tu le ressens tous les jours? Soror, juste pour faire une petite aparté, moi j'ai fait des études archi classiques, littéraires, et j'ai étudié le latin, entre autres.
Et c'est vrai que soror, c'est un mot qui déjà, adolescente, me disait quelque chose. Sans que ce soit très précis. Enfin, surtout que les textes latins, c'est quand même pas en général des grands pamphlets féministes, sauf des écrits de femmes ou des poèmes faits par des femmes. Ce que j'ai vécu tout le long de cette séance, c'est qu'effectivement, il y a eu un partage progressif. Et je pense que pour moi, la sororité, c'est quelque chose de très progressif. On peut l'aborder simplement parce qu'on a des sœurs, ce qui était mon cas. Donc c'est la sororité, j'allais dire, du sang. On a des sœurs. Et puis après, quand on est ado, on a des copines. Des copines à la vie, à la mort, ça dure généralement quelques mois, 1 an, 2 ans. Enfin, moi, j'en ai une amie depuis ce temps d'adolescence, donc ça peut résister. Et en fait, la notion de soror et de sororité, plus on va avancer en âge et en expérience, pour moi, et plus il va s'étoffer. C'est-à-dire qu'il va devenir de plus en plus ramifié pour aller vers des zones auxquelles on n'aurait pas du tout pensé quelque temps avant. Et je trouve que c'est ça la merveille de la sororité. Au début de notre vie, je pense, la sororité, elle nous est un peu imposée par notre éducation, notre milieu. On nous impose une vision de la sororité et très progressivement, on va s'émanciper. Et la sororité, on peut l'éprouver avec des gens qui ne sont pas ses sœurs de sang, mais on découvre d'autres sororités. Ça ne veut pas dire qu'on renie sa sororité de sang. Et je pense que là, la palette est immense, est illimitée. Mais du coup, est-ce que pour toi, ça contredit cette idée de sororité racine qu'on a développée et sur laquelle le pacte revient? Je pense que la sororité racine, c'est pareil. Moi, j'ai découvert ça pendant la séance. Je pense qu'on l'a construit aussi par rapport à son vécu. C'est une racine qui croît tout le temps, qui est en expansion, je veux dire croître, voilà, qui va bouger, qui va s'étoffer. Mais je pense que c'est le fondement de la sororité, c'est ça. Et puis chacune peut y mettre ce qu'elle veut et ce dont elle a besoin. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, Selon les âges, les expériences, les périodes de la vie. les Donc en classes fait, sociales. voilà. Je pense qu'il y a quand même une sororité, oui, racine de base. Mais d'ailleurs, c'est quoi la sororité? Parce qu'il y a la définition des... Oui, quelqu'un avec lequel on se sent sœur, mais ça va jusqu'où? C'est déjà ça et très large. C'est ça qui est merveilleux aussi. Le terme sororité racine, la manière dont c'était évoqué dans le livre, c'était surtout cette idée de quelque chose qui nous appartient quasi de naissance. Et la question à se poser est sûrement de savoir si c'est justement le monde qui nous oblige. Je pense que c'est la question à se poser. Pour moi, c'est les deux. C'est quelque chose qui se travaille, c'est comme la C'est culture. quelque chose qui se travaille, mais c'est en même temps quelque chose qu'on a dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin, il y a cette expérience qu'on fait de la sororité dans son enfance. Est-ce qu'on a des proches, des sœurs, des cousines, par exemple, avec lesquelles on peut se sentir en sororité? C'est déjà un apprentissage. Il peut être positif, il peut être négatif. Parce que si on pense à l'éducation va nous pousser quand même entre femmes à s'épauler. Ça, je pense que c'est quelque chose de très fort. Mais en même temps, on peut aussi être élevé de façon à considérer les autres femmes comme des ennemis. Parce que elles vont nous prendre nos places, elles vont nous prendre les hommes. Moi, je suis d'une certaine génération, je ne sais pas si dans la génération actuelle, mais je pense que ça reste quand même, c'est que le but d'une femme, c'est d'avoir un homme, mais s'il y a une autre femme, elle est en concurrence avec elle. Après, ça va être pour le boulot. Les femmes dans le travail, elles sont souvent en concurrence, très fortes pour un poste, alors que les hommes, ils sont en concurrence pour 100 postes. Parce qu'il y a 100 postes pour les hommes et on va en réserver un pour les femmes. Enfin, voilà. Donc, il y a toute cette notion de déjà, qu'est-ce qu'on a acquis par l'éducation et l'instruction qui va nous donner une vision d'une sororité triomphante, chaleureuse, aidante, ou au contraire d'une sororité un petit peu rivale. Et puis après, il y a son expérience de vie. Et on peut changer complètement cette expérience au cours de sa propre vie. Et plusieurs fois d'ailleurs. Parce qu'on peut être dans des sororités que je dirais positives et dans des sororités négatives, rivales, destructrices, comme dans toutes les relations. Je trouve ça intéressant effectivement que tu évoques le fait de ne pas forcément appartenir à la génération actuelle et qu'à la fois il y ait des choses qui soient répétées continuellement, y compris pour des personnes avec qui tu as une différence d'âge. Est-ce que ce côté peur, vigilance qui est beaucoup revenu
entre femmes ou surtout de la part des hommes, tu l'as ressenti ou tu sens une sorte de pression, d'angoisse au quotidien par rapport à ce groupe d'individus sans pour autant être la cible de quelconque violence? Je pense que oui, cette violence, on la ressent quand même. Mais de toute façon, alors, je dirais, fragmenter, c'est-à-dire qu'il y a des domaines, il y a des secteurs dans lesquels on se sent à l'aise et dans la bienveillance, qui n'étaient peut-être pas forcément les espaces qui étaient ceux-là, moi, dans mon éducation ou mon enfance, mon adolescence ou ma vie de jeune femme. Donc ça, c'est un avantage. Mais je pense que, par exemple, il y a une violence, je ne veux pas dire nouvelle, mais exacerbée dans l'espace public. On parle beaucoup de ce qui se passe dans le métro, donc pour les gens qui habitent dans les grandes villes, hein, dans l'espace public, et qui là est quand même de plus en plus forte. Et en tant que femme, on se sent beaucoup plus facilement en danger. Et ça, j'ai du mal à m'y faire. Je ne pense absolument pas que le temps de ma jeunesse, entre guillemets, était un temps idyllique, absolument pas. Mais cette violence faite aux femmes dans l'espace public, moi je trouve, est exacerbée telle que je la vis et telle que on me la raconte aussi. Est-ce que tu penses à un événement précis, à un souvenir que tu aies vu, que tu aies vécu, ou quelque chose de beaucoup plus général? Je dirais que j'ai vu dans le métro vous savez, des hommes vautrés sur un siège avec les jambes écartées. Enfin, je suis désolée, mais c'est hyper agressif. Des petites jeunes femmes ratatinées contre la vitre. Il m'est arrivé de me mettre à côté de ces jeunes femmes en me disant, ben, je fais un rempart. J'étais contente de le faire, même sans qu'il y ait aucun échange. Il y a une fois une jeune femme qui m'a remerciée, mais c'est pas pour ça que je le fais. Je trouve que ça, effectivement, bah, ça c'est la sororité, de se dire, bah, cette jeune fille, elle est là, ratatinée, parce que le mec en face, il s'étale, et il lui fait peur. Et lui, c'est jouissif pour lui. Voilà. Et ça, bah, on en est témoin tous les jours. Et ça, je trouve ça dramatique. Enfin, c'est une violence de comportement basique du mec qui a tous les droits, quoi. Pour eux, c'est normal. Et ils considèrent pas ça comme de la violence, d'ailleurs. Si on leur explique, pour eux, c'est pas de la violence, c'est juste normal. Donc, quand c'est normal, c'est pas violent. C'est leur explication. Ça amène justement à ce sentiment de sororité en quelque sorte, à vouloir soutenir les femmes autour de nous, Ouais. qu'elles soient victimes ou qu'elles regardent aussi ce type de situation. Oui, et c'est ça aussi, je trouve, qui est dommage quand on parle des transports publics. En tant que femme, pour intervenir dans un transport public, faut le vouloir. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, en fait. On se dit, est-ce que je vais pas m'attirer des ennuis? Parce que quand on est une femme, on sait que faut s'exfiltrer, il faut s'en aller. Mm. Dans le livre, on nous donne 3 clés. Agir, soutenir et ne pas nuire aux autres femmes. Quel aspect résonne le plus avec toi? Je pense qu'il y a un ordre, mais je pense que le premier, c'est soutenir. Pour moi, c'est ce qui résonne le plus parce que il faut se soutenir les unes les autres. Je dis pas qu'il n'y a pas d'hommes qui soutiennent pas les femmes. C'est pas forcément quand même les cas les plus fréquents. Donc, il faut vraiment se soutenir entre femmes. C'est la première chose. Il y a vraiment des passages dans le livre maintenant qui me reviennent sur effectivement les espaces. Et tout ça, c'est pouvoir parler, c'est être soutenu. C'est pouvoir parler, sous-entend être écouté. Tout espace d'écoute pour les femmes doit être une écoute totalement bienveillante et sans aucun jugement. Et puis écouter, 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 parce que les femmes sont tellement peu écoutées, tellement peu audibles dans l'espace commun. C'est ça qui va donner des ailes pour la suite. Pourtant, on a pu voir qu'il y avait des femmes qui pratiquent et pratiquaient le patriarcat, et le livre propose de les soutenir malgré tout. Est-ce que dans ta vie, notamment professionnelle, tu as eu affaire à ce genre d'expérience? Et comment tu as réagi? Moi, je l'ai vu dans mon milieu professionnel. Dire que j'ai envie de soutenir ces femmes-là, non. Parce que j'ai quand même été grandement concernée par le patriarcat et les limitations que ça a pu donner à ma vie professionnelle. Donc, je dirais que ma sororité ne va pas jusqu'à soutenir des femmes qui défendent ce patriarcat-là. Mais tu as déjà eu affaire à une situation de compétition irraisonnée entre femmes et femmes? Entre femmes et femmes, oui. Et que ce soit au même niveau que moi, plus ou moins, ou avec
une hiérarchie féminine. Mm. Mais j'ai aussi vécu des choses extraordinaires de sororité au même niveau et de sororité hiérarchique. Moi, mes plus belles choses que j'ai pu faire professionnellement, je les ai faites grâce à cette sororité hiérarchique. J'allais dire que j'ai la chance d'avoir vécu ces deux expériences, des expériences très négatives de hiérarchie féminine et des expériences très très positives et même magnifiques, quoi, de sororité à niveau équivalent ou plus ou moins et surtout hiérarchique. C'est-à-dire des femmes qui voulaient faire avancer les femmes. Parce que vouloir faire avancer une femme, moi j'ai pu le voir, ça peut quelquefois être très violent. Parce qu'il y a des femmes brillantes, féministes, mais qui considèrent que toutes les femmes, pour arriver, doivent se dévouer corps et âme, donner tout à leur carrière, et qu'une femme qui va dire ben, moi je m'arrête pour mes enfants, ou je ralentis un peu parce que j'ai telle et telle raison, elles vont les considérer comme traîtres à la cause. Ça, je l'ai vécu aussi. C'est aussi une Donc, forme de violence psychologique. oui, oui, oui. Donc c'est une forme de nuisance. Voilà, il faut qu'il y ait cette bienveillance et cette compréhension. Aussi, tout le monde n'avance pas au même rythme. Bien sûr, les sujets de féminisme, chacune et chacun a son rythme. Même s'il faut booster, il faut de temps en temps chahuter, je ne veux pas dire violenter, parce qu'il ne faut pas aller jusque-là, mais je veux dire, faut être un aiguillon, il faut être un agitateur, un perturbateur, mais en restant dans les limites de bienveillance et du rythme de l'autre, de l'environnement psychologique de l'autre. C'est ça qui est le plus difficile finalement. Comme on a pu le voir pendant l'arpentage, on a eu beaucoup de partages d'expériences très intimes. Et je voulais savoir quel écho tu trouvais dans le texte en lui-même et dans les partages des participantes. Je dirais que l'écho que j'ai trouvé, c'est que toutes les expériences qui ont été dites et partagées, certaines très précisément et d'autres plus évasives, ça fait écho aux blessures que chacune de nous en a rencontrées. Alors, certaines peuvent être très violentes, ça peut être des violences sexuelles dans l'enfance, ça peut être des violences dans le couple, physique, ça peut être des violences professionnelles. Je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie de violence, parce qu'en plus, chacune a son propre baromètre, et que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas juger non plus. Mais c'est vraiment là qu'on est dans le point ultime aussi de la sororité, qui est le partage, et quelle que soit la violence que l'autre a subie, on la partage et d'une certaine façon on la porte aussi. Parce que si par exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a vécu des violences au sein du couple, d'un mari violent, elle peut partager ça avec quelqu'un qui a vécu une toute autre forme de violence. Et on ne juge pas en disant la mienne est pire, la mienne est mieux, on dit simplement je suis ta sœur dans la douleur. Et ça, j'ai trouvé que dans le groupe, c'était très, très, très beau, en fait. Et que ça, c'est vraiment un des aspects du partage. On aide l'autre à porter sa douleur, on lui permet de l'exprimer et on la porte aussi. On porte la sienne, mais on porte celle des autres. Et l'addition des douleurs n'est pas une charge plus forte, au contraire, elle allège la charge. Moi, c'est ce que j'en ai retenu aussi. C'est que partager les douleurs permet de les alléger. Est-ce que tu penses que s'il y avait aussi eu des hommes, les femmes auraient été aussi ouvertes lors de l'arpentage ? On s'était posé la question. Je me suis dit, si ce sont des hommes que je ne connais pas, je pense que j'aurais fait aucune différence. Là où j'aurais pu faire une différence, c'est si j'avais connu ces hommes, pour une raison ou pour une autre. C'est plus facile de partager avec des inconnus, hommes. C'est pas que c'est plus difficile, on n'est pas dans la même verbalisation. Je pense qu'il y a beaucoup de questions de verbalisation. Moi, la chose qui me ferait un petit peu peur, c'est le règlement de compte. Et on n'est pas là pour régler des comptes parce que ça ne sert à rien. Ça fait absolument pas avancer la cause. Et au contraire, ça va éventuellement braquer l'homme qui pourrait être ouvert, parce qu'il y en a qui sont ouverts, ou en tout cas qui ne sont pas fermés. Et s'il y a un comportement, ce qu'on peut comprendre d'une femme qui a subi des violences, quelles qu'elles soient, de la part d'hommes, elle va être hargneuse ou revendicatrice, c'est normal eu égard à sa souffrance, mais l'homme peut le concevoir, peut l'entendre comme voilà, comme je suis un homme, je suis forcément coupable. Et donc, du coup, il va se braquer. Et c'est ça qui va alimenter le masculinisme. Donc là, comme il n'y avait pas d'homme, je ne sais pas comment ça aurait pu se passer, mais pour moi, ça pourrait être une dérive, mais ça pourrait aussi être une merveilleuse opportunité de partage et de faire comprendre aux hommes ce que c'est que la vie d'une femme et les douleurs d'une femme. Je pense qu'il y a aussi une question de génération.
Les hommes jeunes sont peut-être plus enclins à recevoir ça comme information, alors que les hommes plus âgés, pour eux, c'est certainement très compliqué. Tu dis venir d'une génération particulière. Comment tu vois les changements de la part d'hommes plus jeunes ou au niveau de l'évolution de personnes que tu connais depuis longtemps? Alors, ma génération particulière, c'est juste celle des femmes de plus de 60 ans, hein. C'est un fait, je dirais, chronologique. Et je pense qu'il y a quand même une différence réelle dans l'écoute et l'attention que peuvent avoir les hommes jeunes. Mais moi, le constat que je fais aussi, c'est que les hommes, la plupart du temps, ils ont été éduqués par des femmes. Et ça, c'est une chose qui m'est douloureuse à constater, c'est que j'ai vu beaucoup de femmes ayant atrocement souffert du patriarcat et de la préséance absolue de l'homme sur la femme. Ça peut être leur frère, leur mari, leur père. Et elles ont reproduit exactement la même chose au niveau de leurs filles et de leurs fils. C'est-à-dire qu'elles ont maintenu les filles dans la dépendance et elles ont tout autorisé aux garçons. Ce que je voulais dire par ça, c'est qu'il faut que plusieurs générations passent pour que les notions infusent progressivement dans les générations. Et maintenant, on voit sur les réseaux sociaux des vidéos ou des photos d'enfants avec des garçons qui poussent une poussette avec un poupon dedans, deux petites filles qui jouent aux pompiers, parce que les jeunes pères d'aujourd'hui, en partie, sont totalement, et les mères aussi bien sûr, sont ouverts à ça. Il y a 3 générations, ça n'était peut-être pas encore. On éveillait son garçon au fait que il fallait laisser un peu comment on appelle ça, de liberté aux femmes. La génération d'après, ça progresse. Dans ma génération, c'est ce que je disais, j'ai pu constater que beaucoup de femmes faisaient peu pour combattre ce qu'elles avaient subi. Mais elles faisaient un petit peu. Et puis, leurs enfants ont fait encore plus. Alors je pense que là, c'est assez bousculé, mais malgré tout, même s'il y a beaucoup plus d'ouverture, c'est encore très fermé. Là, je lisais tout à l'heure la nomination d'une femme scientifique au Conseil national des sciences, où c'est certainement pas le terme, et cette femme qui a 73 ans racontait son parcours qui est extraordinaire, et elle disait, mais on est 5 femmes pour 100 hommes. Il y en a encore du chemin. Mais c'est déjà mieux que rien. Ce qui veut dire que c'est génération après génération qu'il va falloir, dès l'éducation, dès la base, ouvrir les enfants à une autre vision du partage de la société, quoi. L'une d'entre vous a évoqué la partie nous savons. Est-ce que cette phrase t'évoque quelque chose et est-ce que tu es en accord avec ce postulat? Pour moi, c'est très beau de dire ça. Nous, on se sait. Moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que toutes ces violences-là, elles sont toutes couches sociales, toutes couches ethniques, culturelles. Enfin, la violence faite aux femmes, elle est universelle. Et elle est aussi universelle dans les classes sociales. Parce que on oppose beaucoup aussi le fait que bah, si on est en bonne santé, qu'on a de l'argent, en fait, on n'est pas vraiment malheureux. Ce qui n'est pas vrai. On peut être entouré d'amour, mais de violence en même temps, sans faire quelque chose de très général qui est de dire toutes les femmes souffrent. Je pense que dans la sororité, il y a effectivement la connaissance du fait que on est potentiellement amené un jour ou l'autre à subir une violence. Peut-être qu'on n'en aura jamais. Nous savons, entre femmes, que quelle que soit notre origine, tout ce qui nous constitue, on a quand même beaucoup plus de chances d'avoir des pépins que les hommes. Moi, c'est un petit peu ce à quoi, de façon très condensée, et j'essaye d'être, je vais dire un peu humoristique, mais d'alléger un peu le truc, mais c'est ça à la base. Et moi, j'ai une expérience que je vais vous partager, je l'ai pas, elle me revient comme ça tout à coup, je ne l'ai pas dite la dernière fois. Quelqu'un qui m'est très proche a eu des gros postes de DRH, et vers 50 et quelques années, à la suite voilà, de changement d'actionnaire, il a perdu son boulot et il a recherché des postes. Et je me souviens de son père, qui était un vieux monsieur, me dire: ah oui, mais tu comprends, les postes de DRH,
c'est réservé aux femmes. Alors quand il postule, on lui dit, bon, vous êtes génial, on vous voudrait bien, mais vous comprenez, on a des quotas, on est obligé de prendre une femme. Tu te rends compte, c'est dégueulasse. Et moi, j'étais sidérée. Mais qu'est-ce que je pouvais répondre à un monsieur de 85 ans qui voyait son fils voir lui échapper des boulots? Mais en fait, c'est ce que nous, on vit tout le temps. Donc, on peut être à un très gros poste, gagner beaucoup d'argent, avoir une carrière brillante, et tout à coup, ben, ce type se trouvait confronté à ce que lui, certainement, en tant que DRH d'un grand groupe, insidieusement, il avait répondu aussi. C'est que, ben non, on a préféré des hommes à des postes parce que c'était un poste d'homme. On va pas mettre une femme à ce poste-là, un poste opérationnel, un poste exposé, etc. Ben non, on va mettre un mec. Bon, mais là, et tout à coup, on trouve ça injuste. Et ben ça, c'est le quotidien des femmes. Et quand on est une femme, on sait que, voilà, sur ça et sur beaucoup d'autres niveaux, on peut avoir ce genre d'injustice permanente qui sont le quotidien des femmes. Et la sororité va nous aider pour ça. Et je pense que la sororité, elle peut vraiment sauver. Et est-ce que tu ne penses pas justement que les femmes qui sont haineuses envers les autres femmes rendent le propos caduque? Par exemple, on a vu lors de l'arpentage, que ce soit dans le domaine pro ou dans les mouvements féministes, que les lieux où il y avait le plus de violence de la part de femmes envers d'autres femmes étaient dans les manifestations. Est-ce que tu penses que cet espoir de voir les femmes et la sororité en général perdurer et s'accroître peut s'éteindre? Non, je crois pas. Alors peut-être parce que je suis résolument optimiste de tempérament, mais non, il y aura toujours. Alors, parce que du coup, on va généraliser et il n'y a rien de pire que la généralisation. Euh, il faut juste pas lâcher le morceau. Il y aura des femmes qu'on peut qualifier de haineuses, alors le terme pour moi est violent. Ben, il y en aura toujours. Donc il faut continuer à les combattre, il faut jamais arrêter et baisser la garde. Mais après, comme dans toute société, alors je pense que la violence, elle est totalement permanente et transverse et qu'elle touche tout le monde. Donc après, euh, s'il y a de la violence entre hommes, on va dire, ah, c'est de la compétition virile. C'est les mecs qui ont une explosion de testostérone. Alors on voit les combats de cerfs à l'automne dans les forêts, on trouve ça magnifique. Et puis quand c'est des femmes, on trouve ça abominable. Je veux dire, il faut remettre aussi de la violence et de la compétition, il y en aura toujours, entre femmes, entre hommes. On le déplore qu'il y en ait entre femmes. Après tout, peut-être qu'une totale égalité homme-femme serait que la violence soit aussi répartie entre les hommes et les femmes. Enfin bon, c'est pas une suggestion que je fais, c'est une question. Ce sera un travail permanent pour éliminer cette violence. Et que c'est aussi l'éducation, progressivement, génération après génération, qui va permettre d'atténuer ça. Est-ce que cette lecture t'a donné des clés de compréhension et d'action dans ta vie de tous les jours? Oui, parce qu'il parlait, il y a le pacte. Alors, comme j'ai plus tout forcément en mémoire, mais j'ai trouvé que le pacte était très beau. Moi, le pacte, j'ai envie de le partager. Je connais pas mal de jeunes femmes. Je vais leur envoyer le pacte. Non pas pour leur dire, tenez les filles, il faut que vous fassiez ça, mais je vais leur dire, j'ai lu ça, c'est magnifique. En leur disant, je sais que c'est votre quotidien, voilà, je veux pas. Mais les femmes de ma génération, ou des femmes entre les deux, je peux leur dire, là oui, tenez, voilà ce que j'ai découvert, voilà ce qui m'a bouleversé, vous en pensez quoi? Ouais, parce que je pense qu'il faut, enfin moi je hiérarchiserais mes actions, mais le pacte, j'ai trouvé ça incroyable. Donc pour toi, c'est quelque chose qui est à la fois invisible et à s'approprier pour pouvoir le réintégrer avec les femmes qui nous entourent. Oui, parce que je pense qu'il faut adapter. Il y a des femmes qui sont capables de prendre des choses en face. Il y en a pour lesquelles il faut peut-être prendre des voies détournées ou plus pédagogiques. Mais je pense qu'un outil comme le pacte, tel qu'il a été écrit, c'est incroyable. Et il faut se saisir de ça. Même si une femme ne prend qu'un seul des points, c'est déjà énorme. Parce qu'on parle des femmes haineuses dans la vie professionnelle ou dans d'autres vies. Alors, je déplore un peu le terme haineuse, mais ça peut exister. Ben, peut-être que si on arrive à faire partager ne serait-ce qu'une idée à une femme comme ça va lui permettre d'atténuer un peu certaines choses et puis après progressivement de s'ouvrir à une attitude plus positive ou moins négative. Moi, ma théorie, c'est qu'il faut quand même un petit peu adapter sans renier le fond. Et par quoi ça pourrait passer? C'est aussi dû à, par exemple, les représentations dans la vie en règle générale. Tu es beaucoup revenu sur la question de l'éducation des garçons. Pense aussi à la question des médias qu'on consomme aussi. C'est des éléments qui ont été évoqués dans le livre. Est-ce que tu voudrais parler d'autre chose ou pas? Je parlais de l'éducation des garçons.
parce que c'est fondamental, mais c'est aussi avant tout l'éducation des filles. Quand on parle des problèmes de science, de sous-représentation des femmes dans les sciences, toutes les femmes qui ont fait des carrières scientifiques disent mais il n'y a rien qui empêche une fille de faire une carrière scientifique, sauf le fait que dès le début on lui dit que c'est pas pour elle. C'est pour moi l'exemple le plus représentatif, mais pour dire à une femme, mais non, mais tu peux faire ce que tu veux. Tu peux être cosmonaute, enfin, ou astronaute. On peut être tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Il y avait comment est-ce qu'on peut le qualifier, Pic de la Mirandole, qui était un homme politique, philosophe de la Renaissance, donc son terrain d'action était très vaste, et qui disait à propos de l'enfant, il disait, il lui est donné de devenir ce qu'il veut. Je résume, hein, mais c'était ça. Mais pour lui, l'enfant, il pensait un peu en termes de garçon. Bon, il est mort très jeune, alors il n'a pas développé, mais non, c'est garçon et fille. Donc si on fait admettre à une fille que c'est normal qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire, on aura déjà gagné une victoire énorme. Enfin, la victoire, non, on ne gagne jamais totalement. Mais on aura fait un pas énorme. Parce que pour moi, une femme qui sait que avoir une carrière est normale, sera peut-être moins agressive envers les autres femmes aussi. Ça peut être une voie. C'est ça que tu en ressors de la lecture de ton chapitre et des échanges qu'on a eus? Non, pas tout à fait, parce que l'éducation des femmes, j'ai toujours pensé que c'était fondamental, et surtout l'éducation à l'ouverture vers tous les possibles. Je pense que pour moi, ça a toujours été ça. Mais ce que j'ai retiré, moi, de tout cet arpentage et de la partie que j'ai lue et de toutes les autres et de tous les échanges, c'est que, femmes de tous bords, unissons-nous, aidons-nous à élever mieux nos enfants, garçons et filles. Pour celles qui en veulent. Et celles qui ne veulent pas d'enfants, participons aussi à ce vaste mouvement de partage, de soutien des femmes, de leurs enfants, de leurs conjoints éventuellement. Enfin voilà, sororité, ça peut aller dans tellement de domaines. Cette idée de sororité et de partage et d'écoute, c'est un point fondamental, je pense. Parce que si une femme se sent en sécurité avec une autre femme, elle va avoir plus confiance en elle et progressivement, elle va pouvoir ouvrir son champ des possibles, son champ de liberté, son champ d'action. Bien sûr qu'on peut arriver à faire beaucoup de choses toute seule, mais c'est tellement mieux quand on se sent épaulé, écouté, ou qu'on sait qu'on a la possibilité de l'être. Même la possibilité, c'est quelque chose de fort, même si on l'utilise jamais. Mais savoir qu'on peut le faire, c'est énorme. Après la séance d'arpentage, moi, ça m'a vraiment semblé quelque chose de beaucoup plus fort que ce que je pouvais en pressentir. Je me sens même plus outillée pour l'aborder, ça. Oui, ça t'a redonné un peu espoir en tout ça. Oui, et en disant que chacune à notre niveau, quel que soit ce niveau. Il faut surtout pas se dire ah non mais moi je peux rien faire là où je suis. Non, non. Quel que soit notre niveau, notre capacité, on peut faire quelque chose. La main tendue, c'est universel. La main et l'oreille tendue peut-être aussi. Si tu devais relever un point de la séance d'arpentage et de ce que tu en as retenu au-delà de l'ouvrage qu'on a parcouru. Ça, c'est lié au grand chapitre du pacte de sororité. Quand le pacte dit « je m'engage envers moi-même ». Et ça, je trouve que c'est fondamental parce que quand on parlait, plusieurs fois, tu as repris le terme qui avait été abordé, qui est le care. Et en fait, on a beaucoup cantonné la femme au care, c'est le care des autres. C'est-à-dire on s'occupe des autres. La femme, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de son mari, elle s'occupe de la famille, voilà. Donc elle est dans le care. Elle ne s'occupe pas d'elle-même. Parce que quand une femme, on lui dit « faut que tu t'occupes de toi », ça veut dire « faut que tu sois belle, faut que tu sois mince, faut que tu sois bien habillée, bien maquillée, bien coiffée, etc. » Qui est une violence. C'est être d'abord et avant tout ma propre sœur. S'engager envers soi-même. La sororité racine, c'est soi, parce que la racine, elle part de soi. Il faut que la racine parte de soi. Mais c'était pas quelque chose que tu avais conscientisé avant? Un peu quand même, mais pas forcément dans la sororité globale. C'est-à-dire que s'aimer soi-même, ça me semblait un phénomène fondamental qui n'était pas enseigné chez beaucoup de femmes. Être la sœur des autres, ça passe aussi et surtout et d'abord par être sa propre sœur. Pour moi, c'est peut-être le pilier, parce qu'à partir de là, on peut s'aimer partout. Moi, j'ai toujours pensé que s'oublier dans l'aide aux autres n'était pas forcément une bonne solution. Et ça fait des choses merveilleuses. Il y a eu des femmes qui se sont dévouées de façon extraordinaire pour les autres, mais qui se sont oubliées eux-mêmes. Qu'est-ce que ça aurait fait si ces personnes aussi s'étaient données à elles-mêmes tout ce qu'elles avaient donné aux autres?
est-ce que ça aurait pas pu avoir un effet encore plus grand? Est-ce que tu aurais un exemple de personnalité? Yersin, qui a découvert le bacille de la peste, il faisait absolument pas attention à sa santé, il est mort de maladie. Est-ce qu'il est mort de la peste d'ailleurs? Faudrait vérifier, mais il a fait beaucoup de choses, mais s'il avait fait attention à lui, il aurait vécu plus longtemps, il aurait encore fait encore plus de belles choses. Alors ça, c'est un homme, mais tu as beaucoup de femmes qui ont soigné, qui ont donné toute leur vie et qui ont laissé leur vie dans la bataille. Des médecins, c'est fréquent. Pendant le Covid, il y avait une femme médecin italienne qui est morte comme ça du Covid. Elle était la seule à accepter de soigner les malades. Elle s'est tuée à la tâche. Peut-être que si elle avait survécu, elle aurait pu continuer à faire d'autres choses. Pas du tout un reproche que je fais, hein. C'est juste une question en me disant que se passerait-il si à un moment les femmes pensaient à elles tout en pensant aux autres? Et je pense que si on cherchait, on trouverait beaucoup d'exemples de femmes qui ont comme ça été victimes de leur dévotion aux autres et de l'oubli d'elle-même. Et que pour se dévouer aux autres, il faut être présent à soi-même. Et bon, après, il y a des femmes qui vont trouver dans le soin aux autres une force pour avancer qu'elles n'auraient peut-être pas. Donc c'est pareil, on peut pas les condamner. Enfin, il n'est pas question de les condamner. Après, c'est leur choix, c'est leur vie, c'est leur éducation, c'est leur conditionnement. Et il faut le respecter aussi. On arrive tout doucement à la fin. Avant que l'on se quitte, est-ce que tu aurais des recommandations culturelles? Films, expos, spectacles, livres? Alors je vais dire quelque chose totalement à contre-courant. J'ai vu un film qui m'a totalement remué parce que ça traite pas du tout de ce sujet-là. Ça s'appelle Le Maître du Kabuki. C'est un film japonais et qui parle de ce théâtre japonais traditionnel où les hommes ont des rôles de femmes. Et c'est la rivalité entre deux jeunes hommes, deux acteurs. C'est un film assez long qui est magnifique, mais très facile à voir. On découvre ce monde et en fait, c'est des hommes qui se battent pour être des femmes et pour interpréter des femmes et pour s'emparer des codes féminins. Mais des codes, j'allais dire, visuels qui sont la grâce, le maquillage, les habits. Moi, ça m'a totalement chamboulée de voir, alors le Japon c'est quand même une société patriarcale dans toute son horreur et sa splendeur. Et bien justement de voir deux hommes jeunes, hein, et puis jusqu'à leur âge mûr, investir toute leur vie dans des rôles de femmes. Mais je trouve que c'est une belle expérience à faire dans cette optique-là. Et peut-être d'emmener des hommes le voir. Parce qu'aucun de ces deux hommes ne perd sa virilité en étant une femme. Ça me donne envie de lire d'autres choses. Il faut que je travaille là-dessus. Et je crois savoir que ce n'était pas ton premier arpentage. Non. Chaque arpentage, pour moi, est une très belle expérience. Ça m'a tellement remué au sens positif du terme, c'est-à-dire que ça me fait découvrir un monde, une façon d'aborder des thèmes que je viens de suivre la formation pour animer des séances d'arpentage. Et je le conseille autour de moi parce que je l'ai découvert par hasard. Merci Elisa de m'avoir invitée pour me permettre de revivre encore un peu de ce moment incroyable que j'ai partagé avec vous toutes. Merci à Constance pour avoir pris le temps de répondre à mes questions dans le cadre du podcast Nos Arpentages. Et merci à vous, auditrices et auditeurs, d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On se retrouve dans quelques semaines afin de partager autour de prochains arpentages. D'ici là, arpentez-vous bien.